Congo et son histoire. Nous allons pénétrer dans le cœur des vraies histoires du Congo. Les Congos du roi Léopold II et les Congos d'aujourd'hui. Tout a commencé il y a de cela plus d'un siècle. Les plus anciens habitants du pays, les chasseurs, cueilleurs pygmées et pygmoïdes, appartenant à divers clans, ont sillonné les vastes étendues des savanes dans les diverses directions entre les deux fleuves, les Lualaba, Tanganyika et le fleuve Congo. Sans se fixer définitivement et ne laissant aucune trace ni souvenir de leur passage dans la mémoire des peuples qui leur ont succédé. Nous allons pénétrer l'histoire de l'esclavagisme et de mains coupées. Vers 1860 et 1892, centaines de milliers de personnes africaines ont été arrachées et séparées de leurs familles. Certains ont perdu la vie suite au mauvais traitement qu'ils recevaient vis-à-vis des Arabes qui les prenaient comme marché, y compris aussi les mauvais traitements et manque de quoi à manger. Ces derniers ne finissaient pas leur voyage. D'autres tombaient en cours de route, d'autres étaient fatigués de longues distances, y compris aussi certaines maladies qui ont ravagé une partie de la République démocratique du Congo dans les temps, comme la rougeole, la maladie du sommeil, que Léopold II a éradiquée quand il a pris le Congo. Moi, je suis né juste après Léopold II. Je suis né en 1935. Et je connais presque rien par ce qui est écrit dans les livres sur lui. Je ne connais rien de plus. Et ce que mon père a déclaré là à ses petits-enfants, c'était pour les amuser un peu. C'était peut-être vrai aussi. Parce que, comme mon père a dit qu'on lui a reproché de n'envoyer que des bandits. Donc, ça dit beaucoup, hein. Parce que lui aussi, mon père, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dur à cuire, hein. Le risque, l'aventure, le western, il en faudra du courage ou de l'inconscience pour entreprendre le fantastique voyage vers l'inconnu. Accompagnons ces pionniers dans leur découverte d'un monde fascinant dont ils n'ont pour la plupart aucune idée. C'était qui voulait bien partir, c'était qui se présentait et qui les choisissait. Les collaborateurs immédiats de Léopold II venaient ceux qui voulaient se présenter. Il y avait d'ailleurs là-dedans autant d'étrangers que de Belges. Et vous serez frappé par la quantité de Scandinaves, d'Italiens, d'Allemands, d'Autrichiens. Certains d'ailleurs deviendront Belges suite à leur service à l'État indépendant. Il y a une catégorie probablement qui est un peu à part, c'est la catégorie des officiers de l'armée belge. Et là, il y a, je dirais, un rapport de personnes, n'est-ce pas? Vous savez que les officiers prêtent serment au roi. Et si le roi vous dit, vous marchez, bien, on marche, n'est-ce pas? Et quand on demande... À ce moment-là, Léopold II, c'était le roi de Belgique, hein, en 1910. Malgré que le Congo était déjà, je crois que c'était en 1908 qu'il avait cédé le Congo à la Belgique. Parce qu'au début, après ce que j'ai lu, je n'étais pas là, la Belgique ne voulait pas du Congo. C'était trop lourd. Et Léopold II, c'était sa propriété privée à l'époque. Jusqu'en 1908, je crois, hein, d'après l'histoire. Hein.
Alors lui, il est venu en 1910. Bon, c'était déjà des Congo belges, une colonie belge. Léopold II, ce n'était plus l'État indépendant du Congo. Lui n'est pas venu pendant la période de l'État indépendant du Congo. Il est venu pendant la période du Congo belge. Mais le souverain qui était régnant, c'était donc Léopold II. En 1890, plus d'un tiers du territoire de l'État indépendant du Congo vit sous l'influence arabe. Une correspondance du capitaine Tison évoque les tensions qui existaient à l'époque. Si vous apprenez que l'on a des inquiétudes par suite de l'hostilité des Arabes, remettez 50 hommes de votre détachement au capitaine en quai. L'esclavage est une réalité. L'Afrique constitue pour le monde arabe un marché dans lequel on trouve la main-d'œuvre esclave. On va mettre en avant la lutte contre l'esclavage. La lutte contre l'esclavage a été décidée par Léon XIII. Léon XIII en avait chargé le cardinal Lavigerie. C'est comme ça que lui apparaît là-dedans avec les Pères Blancs d'Afrique. Et on a mis la lutte contre l'esclavage en avant alors que les considérations économiques étaient réelles. Et mon grand-père, donc lui, il a vécu, il est né en 1800, je ne sais pas, quelque chose comme ça, 70 ou 80, j'ai mis la date là-dedans. Lui, il n'a pas connu Léopold II comme tel, mais c'est du temps de Léopold II qu'il a été délivré de main des Arabes qui l'ont fait esclave. Et ce sont les missionnaires envoyés par Léopold II. J'ai même cité le nom de 2 missionnaires. C'était des Français qui l'ont racheté parce qu'il a été vendu par sa famille. On a mangé sa mère en sa présence. On l'a vendu aux Arabes. Il a été enchaîné, traîné à pied jusqu'à Zanzibar. C'est à Zanzibar qu'il a été racheté par le premier missionnaire qui venait par cette voie-là. Et ces missionnaires, c'était des missionnaires envoyés par le cardinal Lavigerie, qui, à partir de la maison carrée, qui se trouvait à l'époque en Algérie. Et c'était des missionnaires fondés donc justement par ce cardinal Lavigerie. On les appelait les pères blancs, qui l'ont racheté. Et toute sa vie, jusqu'à sa mort en 1945, il est resté au service des missionnaires. Et c'est particulièrement de Monseigneur Roulens, qui était un des premiers missionnaires qui sont arrivés à l'époque. Alors lui, mon grand-père, ne m'a jamais parlé de Léopold II. Je ne sais même pas, enfin il connaissait peut-être son nom quand on lui racontait, mais il ne nous a jamais parlé à nos petits-enfants l'histoire particulière de Léopold II. Il nous racontait plutôt les histoires de ce qu'il a enduré quand il était esclave. Il était donc, c'était un ancien esclave. Il était vendu aux Arabes et racheté par les missionnaires. Il n'était pas le seul, hein. Il y en avait beaucoup. J'en ai connu d'autres qui se trouvent. D'ailleurs, ils sont restés presque tous à l'est de la République et beaucoup sont restés même en Tanzanie. Parce que dernièrement, il y a déjà un petit temps, j'ai parlé avec un chauffeur tanzanien. Et il m'a dit non, il y a beaucoup de Bakousses qui sont là chez nous, et ce sont ces anciens esclaves qui ont été donc libérés et qui n'ont pas voulu rentrer chez eux. Tout comme mon grand-père, il n'est jamais rentré dans son village. Il a refusé. Parce que les Batétera sont des gens très féroces. C'est un très beau fleuve dans lequel coule une eau d'une teinte rouge et d'un goût saumâtre. Les rives sont magnifiques. Vers 3 heures, nous apercevons quelques habitations de Boma. À 4 heures, 16 heures, nous débarquons dans la capitale de l'État indépendant du Congo. Beaucoup d'Européens sont sur le quai. Je ne vois que des figures étrangères. Me voilà un peu... Bon, écoutez, les missionnaires comme tels, je crois qu'à ce moment-là, les souverains du pays, c'était les rois Léopold II.
D'ailleurs, c'est le roi Léopold II qui avait demandé qu'on envoie des missionnaires belges aussi, parce que les premiers missionnaires qui sont arrivés, c'était des Français qui sont partis de la maison Carré, donc en Algérie, qui était envoyé par le cardinal Lavigérie. Alors Léopold II a demandé qu'on envoie beaucoup plus des Belges que des Français. Mais sinon, les premiers missionnaires qui sont arrivés, et je crois que ce sont ceux-là qui ont acheté mon grand-père, parce que j'ai cité des noms là-bas, qui ont fondé la première mission à l'Est. C'était tout d'abord à Kibanga, donc dans les territoires de Fizi, et puis ils ont déménagé pour aller à Mpala, et puis Kirungu Moba. C'est tout ce que je sais de cette histoire-là. Mon grand-père ne m'a jamais parlé expressément de Léopold II. Je ne sais pas s'il les connaissait, il avait même entendu parler de ces noms-là. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Des millions de Congolais qui étaient disparus, qui étaient morts. Ils ont perdu la vie parce que parmi les esclaves, il y a certains là qui n'avaient plus la force de continuer la route. On les jetait dans l'eau, d'autres restaient en cours de route, d'autres sont... Donc quand ce temps-là, ils passaient dans des routes comme ça, ils trouvaient des cadavres, ils trouvaient des squelettes des gens. C'est-à-dire, c'est ça qu'on a mis derrière le dos de Léopold II. Ou sinon, ça, c'était du point de vue des esclaves. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans les livres d'histoire. Pas ce que j'ai lu dans les livres, et que je doute même un peu, parce qu'il y a beaucoup d'exagération dans ces histoires-là. Il y a beaucoup d'exagération. Quand mon grand-père me racontait que les gens s'entraient manger, alors je crois que ce que Léopold II a fait à côté de ce que les autres faisaient avant lui n'était pas comparable. Parce que mon grand-père, lui, il a assisté, on a mangé sa mère en sa présence. Oui, les gens s'attribuent. Les gens s'attribuent des baboussous. Donc, c'était vraiment horrible. Tout comme ce qui se passe ici maintenant avec notre police. Je crois qu'hier, on a parlé à Bukavu un policier qui a tué un motard parce qu'il ne portait pas le masque, ou je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi complètement cette histoire-là. Donc, des habits, il y en a eu toujours. Il y en avait. Je trouve qu'il y avait, quand je compare ce que mon grand-père me racontait, des horreurs qu'il a vécues, et ce qu'on écrit, mais les écrits, je crois qu'il y a eu certainement des abus. Ça, c'est évident qu'il y a eu des abus. Mais il y a eu aussi beaucoup d'exagération. Oui. Parce que Léopold II avait beaucoup d'ennemis. Ces gens-là s'est disputé, s'est partagé comme un gâteau les pays d'Afrique. Hein. Ce n'est pas seulement les pays d'Afrique, mais tous les pays, là même les pays asiatiques. Cette conviction sera le moteur d'une patiente et longue démarche diplomatique dont les axes principaux sont l'Association internationale africaine, l'Association internationale du Congo, la Conférence géographique internationale de Bruxelles. Mais avant de s'intéresser à l'Afrique, c'est aux 4 coins du monde que la Belgique chercha une colonie. Parmi de nombreux documents inédits, de grande valeur, sauvés par des particuliers, voici un rapport adressé au roi Léopold II sur l'exploration du Rio Grande, Mindanao, Philippines. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettants sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action.
est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre. Le document que voici provient de la légation de Belgique à Constantinople. Il est daté du 28 août 1876 et il apprend au roi le refus du gouvernement turc, à l'époque on l'appelait la Sublime Porte ottomane, vis-à-vis d'une demande de concession pour des îles telles que la Crète, Rhodes, concession qui devait durer 90 ans. Ces documents, à la mort du roi Léopold II, étaient destinés à être détruits, tout simplement. Heureusement, ils ne le furent pas, puisque vous les voyez là, et ils ont été entreposés dans un lieu humide, je suppose une cave, pendant 3/4 de siècle, avant de refaire surface et de se trouver sur un marché public, où d'un ballot de vieux papier sortait une feuille sur laquelle on pouvait lire « Sire ». Une abondante correspondance internationale datée de 1885 révèle l'intense activité qui entoura l'organisation de la conférence de Berlin, convoquée par le chancelier Bismarck. La conférence de Berlin est fondamentale parce que c'est celle qui va permettre à Léopold II de devenir le souverain d'un État reconnu par les puissances. Le roi a évidemment un tout petit problème. Il y a dans la Constitution un article 62 qui dit qu'il ne peut pas avoir 2 couronnes sans l'autorisation des chambres et encore avec une majorité spéciale. Je crois que ça prend 2 jours pour qu'il l'obtienne dans chacune des assemblées. Je crois que quelqu'un a dit que c'était par courtoisie ou par amabilité. Ça n'intéresse personne, n'est-ce pas? C'est le plaisir du roi qui peut avoir une 2e couronne. 1er mai 1885, le Conseil des ministres autorise le roi à exercer sa souveraineté sur l'État fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo. Les historiens se sont déjà penchés sur des masses de documents, mais ceux-ci ont le mérite d'être parfaitement inédits et inconnus, puisque, comme je l'ai dit tantôt, depuis la mort du roi, pendant 75 ans, ils ont été soustraits à toute investigation et à toute étude. Donc ces messieurs-là, c'était dans leur intérêt qui s'est partagé le pays comme un gâteau. Actuellement, on parle maintenant des affrontements qu'il y a entre Malaya. Mais on reproche que ce sont des colonisateurs qui ont mal tracé. Dernièrement, encore ici, à l'est, du côté de Puetola, il y a des affrontements aussi entre les Babemba qui sont de part et d'autre de la frontière. On accuse toujours les colonisateurs qui ont mal tracé. Et je ne sais pas si vous savez, la frontière ici à Lubumbashi, maintenant la frontière de la Zambie, c'est à 30 km, à Kipushi. Je ne sais pas si vous savez que la frontière se trouvait au Mont Mukwena avant d'être à Kipushi. Ce morceau d'Afrique centrale pour la Belgique ne représente qu'une tache blanche sur la carte. Les connaissances géographiques sont extrêmement réduites et même, je dirais qu'au moment où Stanley traverse, eh bien, on a encore du trajet du fleuve Congo et de son bassin une idée totalement approximative. Alors, ce que réalise Stanley, c'est d'une part résoudre le problème du Congo, qui n'était pas résolu puisque à l'époque on remontait à peu près, si nous prenons la carte qui est ici, on remontait jusqu'aux environs de Nyangwe qui est ici, et on s'imaginait que le Congo allait aller tout droit peut-être vers la mer, puisqu'on connaissait son embouchure depuis très longtemps, n'est-ce pas? C'était la sortie du Congo sur la mer. Alors ce que Stanley va faire, c'est précisément remplacer cette droite imaginaire par l'immense arc de cercle du bassin conventionnel et par là même donner sa forme au pays. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. Congo belge,
Stanleyville, 1954. Commémoration de la mort de l'explorateur Henry Morton Stanley. Ça a été la grande fête de Stan cette année-là. Voilà la cérémonie au monument de Stanley. Voilà la troupe qui est rassemblée pour rendre les honneurs au gouverneur de la province, M. Scheller, et au commissaire de district, M. Soubry, qui vont déposer une gerbe devant la statue de Stanley, devant le buste. C'était une excellente occasion de montrer qu'on n'était pas resté inactif et qu'il y avait quand même quelque chose qui avait été réalisé. Il faut bien se dire, Stanleyville, bon, les gens qui étaient là, Stan, les Européens qui étaient là, ils pouvaient se dire, il y a 50 ans d'ici, il y a 60 ans d'ici, il y avait 3-4 paillotes. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident et en particulier au service du roi Léopold II. Et nous, c'est peut-être un petit peu orgueilleux de dire ça, on a fait une ville. Il y a un port, il y a des grues, il y a des routes, il y a des usines, il y a un chemin de fer, tout tourne, tout le monde est ravitaillé, la population gagne sa vie, il y a une activité énorme, on sent que ça bouge. Et je crois que c'est ça qui était le plus exaltant. C'était de sentir qu'on faisait bouger les choses, qu'on partait de rien, enfin, de rien, oui, et qu'on faisait un pays.